Bonjour, je suis Delphine Targy, praticienne en hypnose et voici mon index ABC. On découvre donc le portrait de l'index de Delphine Targy. On va parler d'hypnose, on va parler de parcours de vie, bien entendu. Bonjour Delphine. Bonjour Marc, Merci ravie d'être d'être là. ici. C'est un Merci. vrai bonheur de vous avoir ici. On va parler donc de votre pratique qui est l'hypnose spirituelle et ericksonienne. Quelle est la différence? Si Alors, tant est qu'il y ait une différence. alors, il y a une différence parce que l'hypnose ericksonienne, on va faire appel plutôt à l'inconscient, alors que l'hypnose spirituelle, on va se référer beaucoup plus à cette conscience supérieure, à son âme. Quand c'est de l'hypnose ericksonienne, les personnes elles vont venir me voir pour un arrêt du tabac, pour la confiance en soi, pour une perte de poids. Alors que l'hypnose spirituelle, c'est vraiment un sens par rapport à sa vie. En général, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus intense qu'une hypnose, enfin de la pratique ericksonienne. Ericksonienne, dite ouais. classique. Oui, au début j'ai commencé par ericksonienne et puis au fur et à mesure, les personnes qui sont venues à moi, ça m'a interrogée et c'était, je suis curieuse et du coup c'était assez déroutant même parfois de ce que je pouvais entendre et ce que je pouvais voir et ressentir dans les séances. Et c'est pour ça que je me suis orientée vers l'hypnose spirituelle. Et je dirais qu'au début, quand j'ai commencé, j'avais un ami à moi qui m'avait dit « Tu verras, tu feras de l'hypnose spirituelle ». Je ne croyais pas trop. Et c'est vrai que dans la finalité, il y avait raison parce que malgré moi, parce qu'au début, on n'a pas cette légitimité. On se dit Puis une fois, deux fois, trois fois, ça fonctionne. Et là, on se dit « Oula, il y a quelque chose ». Et quand on commence à mettre un pied dedans, dans la spiritualité, je dirais que l'hypnose ericksonienne, je dis plus trop. Plus trop. Ouais. Non. Mais comment l'hypnose spirituelle entre dans votre vie? Parce que vous parliez effectivement de ces personnes qui viennent vous voir et qui, à un moment donné, il se passe des choses, vous ressentez probablement des choses, les accompagnements d'hypnose ericksonienne ne sont pas nécessairement peut-être suffisamment convaincants. C'est venu à moi parce que je me suis rendu compte des bienfaits rapides. Okay. Et c'est pour ça que pour moi, le terme transformer, je préfère révéler. C'est-à-dire, c'est permettre à la personne qui vient me voir de l'aider de révéler qu'est-ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Moi, je ne fais rien. Je ne fais que lui proposer. Et c'est comme si on va, au final, au fur et à mesure, je l'accompagne dans l'induction. Cette porte intérieure qui est la sienne, elle va s'ouvrir, mais en fonction de ce qu'elle ressent, et puis si elle a peur, mais c'est pas grave, on va y aller tout doucement, à son rythme. Et une fois que cette porte, elle commence à s'entrouvrir, là, on peut aller dans cet espace-là, et c'est pour ça que je suis arrivée à l'hypnose spirituelle, parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'arrivais pas à expliquer. Et c'est pour ça que je me suis orientée. Et puis après, une fois, forcément, on se reforme tout le temps, en permanence. Et quand je me suis formée, dans la spiritualité, c'était alors comme une évidence, quelque chose qui me parlait. Comme si j'étais attirée vers ça. Cette hypnose spirituelle, elle est conversationnelle? Alors, une hypnose spirituelle, c'est une co-création. Donc effectivement, on discute avec la personne et on co-crée la séance. Souvent, je dis aux personnes, parce que les personnes, des fois, elles viennent, elles ont des attentes particulières. Et souvent, je leur dis, il doit se passer ce qui doit se passer. Et même moi, la première, quand j'ai commencé à accompagner les personnes dans cette hypnose spirituelle, des fois, je voulais les emmener dans des vies antérieures, et puis non. Et je me rappelle d'une personne, au final, où c'était une femme dans notre vie actuelle, et c'était un homme dans cette vie antérieure, et elle volait. Donc c'est un peu déroutant quand même, au début, on veut... Et au final, on s'est aperçu que cette personne, cet homme, à un moment donné, il est descendu, il était face à un café. Dans ce café, il voyait ses amis qui étaient en train de s'amuser, mais beaucoup s'alcooliser, faire beaucoup de mal à leur corps. Et puis, à un moment donné, je demande donc à cette conscience supérieure, c'est elle qui nous guide. Nous, on ne fait rien. L'hypnose ericksonienne, on guide, on suggère. Là, non. OK. Et on va aller reprendre des pépites, des informations,
Et ces informations que l'on va avoir, on va pouvoir libérer, mais aussi augmenter cette puissance d'amour, en fait. En tant qu'humain, en fait, on ne le vit pas, mais dans ces états modifiés de conscience, c'est la panacée, je dirais, c'est quelque chose d'illimité. Et cette personne, au final, quand j'ai demandé en fait, à sa conscience supérieure de retourner en fait, à un moment clé de sa vie, hop, elle se retrouve à l'hôpital. Et elle est à l'hôpital sur presque la veille de sa mort. Et puis, ses enfants qui sont autour de cet homme, hein, parce que dans cette vie antérieure, c'était un homme. Et cette personne se rend compte qu'elle a trop abusé. Et de l'alcool, de l'alcool. Ouais. Et puis, on demande à un autre moment, en fait, clé à sa conscience supérieure d'aller. Donc là, c'est vraiment au moment où elle va décéder. Et en fait, cette personne, cet homme est tout seul et commence à sortir. Et là, elle me dit, elle était homme, mais elle me dit, je vois une présence lumineuse, mais je veux pas y aller. Et en fait, elle avait du mal à partir. Et donc, du coup, ce qui est quand même incroyable, c'est que même de manière d'une métaphore, ça a donné un sens à sa vie là aujourd'hui. Et donc du coup, ça lui a donné un sens et que du coup, d'accord. Et du coup, on a pu l'intégrer dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'il y avait une résonance entre ce que l'hypnose spirituelle révélait, ce qu'elle percevait, ce qu'elle ressentait véritablement, ce qu'elle arrivait même probablement à visualiser. Et cette résonance-là avait une conséquence dans sa vie terrestre d'aujourd'hui en tant que femme, pour le coup. Et je dirais que cette hypnose spirituelle, elle est venue à moi. Et dernièrement, j'ai eu un homme qui vient pour une addiction. Donc, il vient dans cette démarche hypnose ericksonienne. Et le gars, en fait, le lendemain, il m'a envoyé un message. Il était complètement bousculé parce qu'au travers de cette hypnose spirituelle, et d'ailleurs, on peut voir que là, j'utilise souvent en fait mes mains. Et je sais pas comment je le fais, mais c'est comme s'il y a des choses. Et cet homme, je dirais qu'il était, il est puissant, mais il s'en est pas encore rendu compte. Et au travers de cette expérience qu'il a pu vivre, à un moment donné, il a vu des choses que je ne dirais pas, et il a entendu aussi des choses qu'on lui a dit concernant sa vie future. Et là, j'étais encore estomaquée. Je dis, oh purée, c'est quand même génial cet outil. C'est un truc de dingue. Alors, le lieu en fait où j'accueille en fait les personnes, je l'ai appelé à la découverte de soi-même. Et en faisant la faute exprès, M'_AIME. C'est-à-dire que pour moi, chacun, on découvre qui on est en fonction des événements. Et c'est aller se découvrir dans beaucoup de sens, aller se découvrir, mais aussi découvrir ses couches. Parce qu'en fait, quand on est petit, on s'adapte beaucoup aux uns, aux autres. Et puis, à un moment donné, vers 35, 40 ans, là, on commence à se poser des questions parce qu'on prend conscience qu'on est mortel. Et puis, il y a quelque chose, en fait, comme s'il y a quelque chose au fond qui nous dit « Hé, ça va plus, là !» Et donc, du coup, on commence on commence plus ou moins. En fait, il y a des personnes qui vont avoir plus cette écoute d'eux-mêmes. Et moi, c'est ce que j'ai fait, en final, au travers de mon parcours de vie. Parcours. Et c'est encore un parcours, hein. Tous les jours. Continue, évidemment, tous les jours. Mais alors, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui vient, effectivement, pour cette addiction, donc vous vous dites, allez, protocole hypnose ericksonienne. Or, on se rend compte qu'au fur et à mesure de la séance, vous bifurquez sur une hypnose plus spirituelle ? Alors, on a des ressentis. Et donc, il s'installe, et puis, comment dire, je sens quelque chose de puissant en lui. Et là, je sais, comme je disais en fait avec mes mains, là en fait, il a les yeux fermés. Bon, des fois, moi, ça m'arrive aussi de fermer mes yeux. Et comme si je sentais quelque chose. Et allez, on va mettre de la protection. Là, il y a besoin. Je sais pas comment ça me vient, mais je sais que ça me vient. Et c'est vrai que dernièrement, je me suis permise également d'interviewer une dame que j'ai pu accompagner, parce que je travaille avec un espace ressources cancer sur Béthune depuis 2019, où là, en fait, j'accompagne les personnes en hypnose. J'ai créé aussi un atelier où je termine par une séance de rire et je fais de la méditation. Et cette dame que j'ai accompagnée en visio, elle est venue, je l'ai fait en visio en mois de février, mars, avril. Et au niveau de sa santé, ça s'est nettement amélioré. Après, attention, faut mettre de la nuance. C'est pas parce qu'en fait les personnes vont entendre ça
souvent, même dans cette interview, j'ai bien dit, attention, faites-vous accompagner par des médecins avec des professionnels de santé qualifiés. Parce que des fois, on entend des choses, oui, il y a de la spiritualité, mais il faut aussi... Sans jamais se substituer à un avis médical. Oui, il faut faire attention. Absolument. Et un suivi médical. Oui, un suivi médical. Et... Mais pour revenir à ma question, oui, ma question était, quand vous commencez avec un protocole défini type hypnose ericksonienne, vous pouvez, en fonction de vos ressentis et de vos perceptions, bifurquer parce que vous percevez qu'il y a des choses sans doute à aller chercher autre part. Voilà, et ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Et là, depuis peu, dans l'hypnose ericksonienne, on dit souvent on ne peut pas faire d'hypnose avant 6 ans, parce que l'enfant, il ne peut pas trop comprendre. Et là, je ne sais pas, j'ai beaucoup de parents qui viennent avec des petits bouts de chou de 2 ans, 3 ans. Donc moi, je dis tout de suite, je dis, attention, parce que de l'hypnose, c'est quand même plutôt conseillé pour des enfants de 6 ans. Et en fait, je me rends compte que ça fonctionne. Et là, j'ai des avis, au final, de personnes où ça agit sur des enfants de 2 ou 3 ans. Mais comment est-ce que vous entretenez, comment est-ce que vous mettez en place le protocole hypnotique pour un enfant de 2 ans ou 3 ans qui a sans doute du mal à, il se pose pas. À comprendre Je me pose, en fait, et je fais de l'hypnose conversationnelle. Alors, c'est différent de l'hypnose conversationnelle ou avec de l'hypnose spirituelle où là, on co-crée, mais je fais passer des petits messages. Après, j'ai eu la chance de bosser une quinzaine d'années avec des enfants placés par le juge. Donc, du coup, j'ai cette approche, en fait, d'éduc. Mais des fois, je perçois que je m'adresse à son âme, en fait. Des personnes qui ils vont dire, c'est quoi de ce truc ? Mais c'est pas nécessairement de l'hypnose, pour le coup. C'est dans cette énergie, dans cette vibration, dans cette intention. Et du coup, il y a un truc qui passe. Mais j'en suis encore, moi-même, en fait, surprise. Et prenons un exemple d'un enfant, par exemple, que vous avez accompagné, qui vient avec quelle problématique pour régler quel souci ? Par exemple, la première qui s'est arrivée, c'était il y a 2 ou 3 ans. C'était une petite fille qui ne faisait que ses besoins dans sa couche. Et donc, on fait la séance. J'ai dit, attention, à partir de 6 ans. Et je me rappelle, elle était devant moi, et puis elle demande, je peux aller aux toilettes ? Et en fait, elle va aux toilettes. Et j'ai encore des nouvelles de cette petite. Et depuis qu'elle est allée aux toilettes, elle va aux toilettes. Elle ne vit plus dans sa couche. Ça, c'était après la séance ? Oui, après la séance. D'accord, après la séance. Et qu'est-ce que vous avez mis en place ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant la séance ? Pendant la séance, alors je ne sais plus trop ce que j'ai pu dire, mais je lui ai mis en fait surtout parce qu'en fait, elle avait peur. Elle avait peur et en fait, je lui ai mis beaucoup de la sécurité. Tout va bien se passer. Et en fait, elle l'a intégré. Parce qu'en fait, les personnes, en fait, c'est nos peurs, en fait. C'est nos limites. On est souvent conditionnés par Et puis, une fois que, allez, on va mettre de la sécurité. Allez, je vais te mettre une bulle de bien-être tout autour de toi. Qu'est-ce que tu choisis comme couleur ? Et en fait, tout ce qu'elle va me dire, c'est des pépites aussi. Et, ok. Et c'est intéressant parce que moi, qui me mettais, en fait, des limites par rapport à un âge d'un enfant, je me rends compte qu'au final, ça fonctionne. Donc, c'est assez puissant et je trouve ça en fait essentiel pour moi. Déjà, ça me passionne de pouvoir parler en fait de ce sujet et que chacun d'entre nous puisse prendre vraiment conscience de la puissance en fait de notre inconscient. On est beaucoup plus puissant qu'on ne pense, qu'on imagine, et même les personnes que j'accompagne qui traversent une maladie, je leur dis souvent, vous n'imaginez pas à quel point vous êtes puissant. Vous avez été donc dans une première partie de vie pendant près de 15 ans, éducatrice spécialisée dans ces accompagnements avec des enfants, en l'occurrence, qui étaient placés, vous l'avez dit tout à l'heure, par le juge. Et alors, vous dites aussi que en 2013, vous vous êtes formée à ce que vous appelez animatrice de rire. Oui. Et alors, c'est quoi ? C'est la rigologie ? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la rigologie ? On appelle ça le yoga du rire. Moi, j'aime bien dire les bienfaits du rire. Ça parle plus. En 2013, la vie est encore bien faite. Pourquoi ? Parce que en tant qu'éduc, j'ai en fait entamé une formation pour être thérapeute familiale. Et puis la vie fait que ça s'est pas fait. Et puis j'aime bien toujours me reformer. Je dis je vais aller me former et je me forme en fait aux séances de rire. Et en fait la conclusion que je me suis faite en pratiquant ces séances de rire, je me suis dit tiens, c'est incroyable. En fait, de la thérapie familiale. Alors je suis pour la thérapie familiale, je suis pas contre du tout. On va aller soulever tous les problèmes. On va voir tous les problèmes. Puis je me suis dit en fait,
si je faisais une séance de rire avec les familles, avec les travailleurs sociaux et les enfants. En fait, on recrée du lien. Ça désamorce les conflits, ça remet de la joie. Et le fait, en fait, de créer du lien, cette proximité, en fait, aux personnes, je me suis dit, en fait, c'est un super outil qu'on peut, en fait, mettre au sein des familles où il y a des difficultés. Moi, des fois, je m'énerve, et puis, auprès de mon garçon, et puis, oh, je dis, oh, excuse-moi, vraiment, et remettre, en fait, du rire. Je conduis mal, et des fois, je conduis, oh, je dis, oh, excusez-moi. Et le rire, en fait, quand je me suis formée, en fait, à ça, j'ai été agréablement surprise à quel point on se prend vite au jeu. Et les personnes que j'accompagne, et j'ai créé en fait un atelier Se libérer pour s'épanouir, c'est un espace où les personnes puissent déposer en fait leurs paroles, et je le termine tout le temps par une séance de rire. Et dans le témoignage d'une dame, elle dit « Je ne pensais pas que j'allais rire autant facilement ». Une fois qu'on l'a pratiqué, ce serait dommage en fait de s'en passer. Donc ça, c'est un outil supplémentaire que vous avez avec les pratiques d'hypnose. Oui. Et du coup, avec l'hypnose, parce que ça, c'est, on va dire, depuis 1 an ou 2, quand j'interviens dans des centres, des impôts, à Pôle emploi, dans des entreprises, eh bien, les personnes, elles ont des réticences. Et puis je dis, ah bah, je vais utiliser l'hypnose. Donc du coup, je leur dis, installez-vous confortablement, fermez vos yeux, et puis là, allez, là, je vous invite vraiment à faire appel avec votre âme d'enfant. Allez, on va se créer un bon moment. Et puis en fait, je leur dis les règles, les explications. Comme ça, en fait, leur inconscient, il l'intègre. Et en fait, c'est vrai que les séances de rire, en fait, elles sont encore plus intenses. Et puis à la fin, là, je fais un retour au calme, et puis j'utilise en fait des suggestions hypnotiques en disant qu'est-ce que ça vous a fait de rire? Est-ce que vous avez envie de rire? Tiens, les petits exercices que je vous ai proposés, vous pourriez pas en fait les proposer à votre famille? Oui, des fois quand on est énervé, hop, ça pourrait être un outil que vous pourriez en fait utiliser. Donc ça me tient à cœur aussi de véhiculer, franchement, riez. C'est un outil formidable. On sait combien le rire permet beaucoup de choses, une vraiment. Libération aussi émotionnelle. Et puis il y parler. a des tas de choses, oui, bien sûr. Je vois, là, sur le chemin, j'étais avec mon GPS, je cherchais. Et puis, j'ai un homme bien gentil qui vient vers moi. Je dis, vous parlez? Parce qu'à Paris, des fois, il ne parle pas. J'étais dans le métro, il ne parle pas du tout. Et là, cet homme-là, je dis, vous parlez, je lui dis. Puis en fait, on a rigolé. Et vous me paraissez bien sympathique, madame, et tout. Je dis, et je lui ai dit, vivement l'humanité, revenir en fait à de l'humanité. On est trop, je trouve que c'est urgent de rire. Et souvent je dis, faut pas attendre d'être heureux pour rire, mais il faut rire pour être heureux. Et après moi c'est pas vraiment un travail, ça me tient à cœur. Au final, ça me passionne de faire tout ça. Oui, c'est une nature. Mais on sait combien les gens du Nord aiment rire. Oui, on est chaleureux. Chaleur dans le cœur, ça, c'est de notoriété publique. Tout le monde sait ça. C'est la bonne franquette. Oui, tout le monde sait ça. Viens, j'ai rien à manger. T'inquiète, on va partager. C'est souvent ça. On sait, voilà. Il y a des événements, évidemment, dans la vie qui sont un petit peu plus compliqués. Quand vous avez commencé par être éducatrice spécialisée, vous l'avez fait pendant près de 15 ans, c'est ça? Oui. Et puis, il y a ce qu'on appelle des déclencheurs. Oui. Et vous parlez notamment de la maladie de vos parents. C'est ça qui a été aussi déterminant pour vous dire, voilà, je change d'orientation et je vais partir sur l'hypnose et la thérapie par le rire. En fait, en 2016, j'apprends que mes deux parents ont 2 cancers à intervalle de 15 jours. Donc, c'est pas très agréable sur le coup, mais je me suis rendu compte que rapidement, ça m'a plutôt donné des ailes. Et je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que j'ai envie, moi? C'est pour ça que je reparlais tout à l'heure à la découverte de soi-même. Et là, dans cette étape-là, aller se découvrir soi-même au profond de moi-même. Et je me sentais plus fortement à l'aise dans mon métier. Je me sentais limitée. Et donc, du coup, j'ai demandé une rupture conventionnelle. Ouais. Donc, en 1 an de temps, rupture conventionnelle faite, signée. Mais en tout cas, la maladie de vos parents vous fait prendre conscience qu'il est temps de s'occuper de soi et en tout cas de voir ce qui résonne le plus pour vous. Ce qui résonne au plus profond de moi. Bien sûr. Et en très peu de temps, en fait, en 1 an et demi de temps... vous changez tout. Tout.
cette rupture conventionnelle. Je suis partie à 6 mois de me marier. Je me suis installée à mon compte. Donc quand même, on a vendu notre maison. Alors, je peux comprendre en fait que sur le coup, les personnes, elles se disent mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle a cette sécurité financière. C'est sûr. Elle est quand même sur le point de se marier avec quelqu'un de bien, parce que le papa de mon garçon, c'est quelqu'un de bien. Même ça, vous le remettez, vous l'avez remis en question, ça? Le mariage Ah oui, je suis partie. Ah oui, vous avez tout quitté, même ça. Ah oui, Ah oui, à d'accord. 6 mois de mariée. Ah oui, d'accord. Oui. Donc, remise en et question je me suis installée totale. en fait à mon compte indépendante. Alors on pourrait se dire, ah, super, la sécurité financière, une maison, sur le point de se marier. Eh ben non, je vais aller créer mon entreprise, je vais aller mettre dans la difficulté. Et parce que dans une entreprise, il y a des hauts, il y a des bas, il faut faire beaucoup de choses. Et dans la finalité, aujourd'hui, ça fait 7 ans. Et je suis heureuse au final de ce parcours qui n'a pas été facile, qui est toujours pas facile, parce que quand on est dans cette approche, on est toujours dans cette remise en question. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai dit le bon mot? Toujours, en fait, cette remise en question, pour moi, en fait, elle est nécessaire tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, oui. Non, mais c'est courageux. Et c'est vrai que les virages mais ça comme m'appelait, ça au final. prennent... Oui, non, mais c'est ça. Ça m'appelait. Sauf que avant l'annonce officielle de la maladie de vos parents, vous aviez déjà connaissance de l'hypnose vous aviez déjà fait des séances d'hypnose? Alors, j'ai eu un parcours PMA, donc pour avoir notre garçon, et je voulais plus en fait de traitement, et je voulais vraiment accoucher naturellement. Et donc, je me suis auto-hypnotisée pendant ma grossesse. Donc, j'ai accouché en 2014. Donc, début d'année, en avril 2014, je suis tombée enceinte. Et j'ai lu beaucoup de bouquins sur la puissance de notre corps et sur la puissance du mental. La puissance du mental. Ouais. Et j'avais envie. J'avais vraiment ce besoin. Et je suis allée même à cette première réunion avec les sages-femmes qui me disent, un groupe de femmes, qui est-ce qui veut accoucher naturellement? Moi, je lève ma main. Madame, vous avez déjà eu des enfants? Non. Et au final, ça va être difficile, madame. Mais j'ai refusé. C'est-à-dire que pour moi, chacun, en fait, de ce qu'on va nous dire, on a toujours cette possibilité de prendre ou de refuser. Et donc, je refuse. Et pendant ma grossesse, donc, je me rappelle, dans mon canapé, j'ai lu des bouquins, tout ça, et puis, allez, hop, je sais que mon corps, il va le faire et tout. Et le jour de l'accouchement, j'ai pas accouché sans hypnose. J'ai accouché, comment dire, pas en ayant une induction d'une personne qui m'accompagne dans cet accouchement, mais c'est comme si mon inconscient, il y a eu un basculement. Là. Et j'ai accouché en 2 heures sans péridurale. Et là, j'ai dit, waouh, c'est génial ce truc. C'était en 2014. Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est le fait d'avoir fait ces séances d'auto-hypnose qui vous a conditionné dans cet accouchement si facile? Vous êtes sûr que c'est ça qui a permis ça? Ou est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas recours à l'hypnose et qui accouchent comme ça en 2-2 Je suis assez têtue. J'aime bien persévérer. Et je sais qu'à un moment donné, alors c'est vrai que là, la vie, il y a des bons côtés aussi. J'ai eu la chance que ce soit une amie qui m'accouche. Et elle me dit, bon, écoute, vas-y, pousse, parce que là, sinon, on va appeler le médecin, forceps et compagnie. Et là, en 3 secondes, il était sorti. Et j'ai dit, donc je pense, pour moi, oui, moi j'en suis convaincue que c'est une partie de moi en fait qui a voulu le faire. Pareil, je suis assez déterminée quand j'avais quelque chose. Je voulais absolument allaiter. J'ai eu des difficultés au début en fait pour allaiter. Et puis non, j'ai persévéré. Oui, mais la persévérance ne veut pas dire suite à l'auto-hypnose, ça m'a permis de faire ceci ou de faire cela. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des tas de gens qui sont persévérants, il y a des tas de gens qui ne lâchent rien, et c'est pas pour autant qu'ils se sont mis en auto-hypnose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la vraie question que je me pose. Est-ce que c'est véritablement le fait de vous être mis en auto-hypnose au travers de ce que vous avez pu lire et parcourir à droite à gauche qui vous permet d'avoir cette conviction-là? Alors, pour moi, quand j'ai cette conviction-là, c'est parce que, comment dire, je dirais que déjà, chacun a ses propres sources. S'il y a des personnes qui ne se sentent pas, en fait, à même de faire ça,
surtout, écoutez-vous. Moi, me concernant, j'avais perçu en moi que j'avais cette ressource à l'intérieur de moi. Ok. Et c'est vrai que même la première photo, quand je venais d'accoucher, cette photo, en fait, sur mon visage, c'est quelque chose d'animal. Et pour moi, l'instinct, c'est quelque chose d'instinctif. Et Quelle photo? La photo en fait, il y a quelqu'un qui nous a photographiés. En Ah. fait, je venais juste d'accoucher. D'accord. Donc, j'avais mon garçon sur moi, il y avait son papa derrière. Et quand je vois cette photo, quand je vois mon visage, j'étais dans un état second. C'était quelque chose d'instinctif et qui, pour moi, en fait, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi, qui fait qui je suis, Ouais. qui s'est révélé. Et chacun, en fait, se révèle au Et final. ça, vous le considérez comme presque un état modifié de conscience qu'on retrouve quand on fait de l'hypnose ou de l'auto-hypnose? Oui, parce que cet état, c'est dans un état modifié de conscience. Dans cet état, en fait, je me rappelle que la sage-femme me dit, bon, bah, allez, il faut y aller. Et là, oh purée, ça fait mal. Franchement, je me dis, je vais jamais y arriver. Et là, j'ai pas compris, parce qu'il y a eu ce basculement, mais fraction de seconde, et en mode warrior, quoi. Où est-ce qu'elle est parce que c'était une salle nature, où est-ce qu'elle est la salle nature? Et un robot. J'étais plus vraiment là, en fait. C'est étrange. Et même dans cette notion du temps, c'est pour ça, en fait, que j'ai cette conviction à l'intérieur de moi que c'est tout ce travail que je me suis dite, en fait, pendant ma grossesse, qui s'est activé à ce moment-là. Parce qu'on a cette puissance, en fait, à l'intérieur de nous qui est toujours présente pour moi. D'ailleurs, on peut avoir des événements particuliers, des traumatismes. Par exemple, au Bataclan, ce qui a pu se passer, il y a plein de personnes, en fait, qui ont activé, en fait, leurs ressources. Après, il y a des compensations, mais sur le coup, en fait, on a quelque chose, en fait, à l'intérieur de nous qui se déclenche. Presque comme une sorte de mode de survie ou voilà, une force qui se décuple au moment où on ne l'attend pas nécessairement. Les personnes, au final, qui traversent, en fait, un cancer, souvent, je leur dis, il y a un avant, il y a l'instant T, il y a l'annonce. Donc là, c'est le coup de bambou. Et puis, je leur dis souvent, c'est comme si vous allez être sur des rails. Et donc, vous êtes dans des protocoles, les médecins, la chimio, les rayons, tout le protocole. Et tout l'entourage, en fait, s'alarme. Et en fait, cette personne, elle active ses ressources. Mais en fait, ces ressources, à un moment donné, elles vont s'épuiser. Et au bout de 6 mois, 1 an, en fait, elles vont décompenser. Et souvent, l'entourage se dit, bah, c'est bon, elle est guérie. Et en fait, non, émotionnellement, souvent, je compare ça à une femme battue. Physiquement, elle va vite s'en remettre. Mais émotionnellement, ça va être très, très, très long. Et donc, du coup, c'est hyper important de se faire accompagner. Et quand on est au courant, en fait, de cette manière, en fait, de réagir, c'est rassurant, en fait, pour la personne, en fait, qui lui dit « Ah, ok, c'est normal, ça va passer ». En tout cas, on a compris que ces outils que vous utilisez, alors l'auto-hypnose, l'hypnose, le rire, tout ça sont des approches. Et d'ailleurs, dès que je dis rire, ça y est, vous avez le sourire illico, sont des approches que vous proposez à ceux et celles, évidemment, qui peuvent venir vous consulter. Est-ce qu'on peut vous consulter à distance? On consulte à distance. Je fais aussi une chaîne YouTube, en fait, qui est gratuite. Parce que forcément, ça c'est mon âme d'éduc en fait qui parle. J'aime en fait cette idée de permettre en fait à tout le monde qui n'ont pas de moyens forcément en fait pour investir, de dire prenez là du temps pour vous. Parce qu'en fait des fois on est dans ce brouhaha mental et c'est important en fait pour moi en fait de prendre conscience que c'est aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire pour moi. 20 minutes, 30 minutes. Est-ce que c'est rire? Est-ce que c'est aller marcher dans la nature? J'aime bien aussi m'inspirer de la nature. Quand on marche, on découvre en fait des choses que quand on passe vite, on ne les voit pas. Et c'est important, pour moi, il est urgent de ralentir aussi. De prendre le temps. De prendre le temps. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous, Delphine, de cet échange? Que chacun a vraiment cette possibilité de se poser
et de se dire, tiens, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi? Souvent, je dis, pensez à vous, alors ça c'est dur, hein, ce que je vais dire, à votre dernier instant de vie. Souvent, par exemple, les personnes en fait, qui viennent me voir, est-ce que vous êtes droitier, est-ce que vous êtes gaucher? Vous êtes gaucher ou droitier? Moi, droitier. Donc droitier. Donc souvent, je dis, bon, ben, imaginez, pensez à Marc, peut-être qu'il lui reste une semaine ou une journée en fait à vivre. Qu'est-ce que ce Marc-là est en train de vous dire là par rapport à vous de ce que vous êtes en train de vivre maintenant? Et en fait, ce Marc-là, il a cette sagesse. Et des fois, en fait, on a la tête dans le guidon. Et j'aime bien, en fait, je trouve qu'on ne s'inspire pas assez des personnes âgées. Je trouve que les personnes âgées, en fait, elles ont une richesse de vie. Je trouve qu'elles sont mises de côté. Et dans ce côté, en fait, foufou, parce que j'ai plein de projets, moi, j'aime bien cette idée de rire avec plusieurs générations. Le petit, l'ado, l'adulte, la personne âgée. D'ailleurs, quand on est dans des repas de famille, quand on rit, tout ça, ça fait énormément de bien. Et ça réunit. Donc, moi, je trouve que les personnes, elles devraient prendre conscience de leur importance. Souvent, je dis aux personnes, c'est qui la personne la plus importante pour vous? Elles me disent, ah, c'est mes enfants ou une personne proche. Je dis, non, c'est vous. Pas dans l'égoïsme. Je nous considère en fait comme un réservoir. Et le réservoir, quand il est rempli à 100%, quand on est bien avec soi, ben on peut être que bien en fait avec les autres. Et limite, en plus, si ça déborde, en fait, on peut aller le distribuer en fait à tout le monde. Et je pense que on est tous liés aux uns et aux autres. Et ouais, ça coûte rien de dire bonjour à une personne, de lui faire un sourire, de parler à la caissière, de se mettre en fait. Enfin, toutes les personnes que l'on rencontre, chacun mène sa propre bataille. Et de se dire, moi par exemple, ce matin, j'ai pris le train et je voyais plein de personnes et je disais, qu'est-ce qu'elles mènent, elles, comme vie? Chacun, en fait, a sa vie et je pense que c'est important de faire des choses, en fait, pour soi. Bravo. En tout cas, on va mettre autour de la vidéo tous les liens qui vont vous permettre de rentrer en contact avec Delphine, voir de quelle manière vous allez bien sûr pouvoir prendre rendez-vous, tester, échanger. Et puis, même le rire, vous le faites à distance? Alors, le rire, non, je ne le fais pas à distance. Non, je préfère, en fait, le faire en groupe. Oui, c'est ça, en immersion. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ont des résistances. Et au travers de l'écran, je sais qu'il y a des chaînes YouTube, en fait, qui font des exercices, qui proposent des séances de rire. Et je préfère en fait les faire en groupe. Et je trouve ça en fait magique que les personnes partagent entre elles. Par exemple, à chaque fin de séance, je leur dis par exemple dans des lieux professionnels, qu'est-ce que vous pourriez en fait réutiliser comme exercice pour qu'il y ait une continuité en fait. Parce que moi le rire en fait il est venu à moi parce que je riais pas. Alors, on pourrait se dire, parce que moi, toutes les personnes qui me voient, elles me disent, disons, vous avez le rire facile. Ben oui, mais moi, quelque part, j'enviais les personnes qui avaient cette facilité de rire. Et c'est une pratique. Plus vous allez le pratiquer, c'est comme en fait un sport. Et plus vous allez le pratiquer, et plus ce sera facile. Et une évidence. En fait. Donc, il faudra venir à Béthune pour faire l'approche du rire. Alors, je fais des ateliers aussi. Ça m'est arrivé d'aller sur l'île ou dans d'autres endroits. En fait, on sollicite en fait mes services et en fait j'y vais avec plaisir. Et un de mes rêves, mais je pense que je vais l'accomplir à un moment donné, c'est vraiment de créer en fait un week-end bien-être avec de l'hypnose, avec des séances de rire. Alors forcément, si on me demande, en fait, on ne peut pas me définir dans une case. Je fais plein de choses. Je fais aussi des ateliers de philo pour les enfants. Pour en fait, ce que j'aime bien en fait dans ces ateliers de philo, c'est d'amener de la nuance. Parce que souvent, c'est blanc ou c'est noir. Et moi, j'aime bien amener ce côté découvrons. Vivons, prenons le temps de vivre et je trouve que l'hypnose, ça nous permet vraiment de nous relier en fait à notre intériorité. Souvent, je dis cette partie de nous qui nous connaît, qui sait en fait. Elle nous murmure beaucoup d'informations sur ce qui est bon pour nous et à la découverte de soi-même. Ouais, c'est de s'aimer, mais pas de s'auto-congratuler en disant moi je suis un... Non,
c'est d'être plus bienveillant. On est dur, en fait, avec soi. Et si j'en suis arrivée là, c'est que j'ai eu mon parcours aussi, et qu'il continue. Et un peu de bienveillance dans ce monde, évidemment. Merci beaucoup. Donc, toute l'actualité, notamment, vous verrez en dessous de cette vidéo, il y a non seulement les liens pour rentrer en contact avec Delphine, mais il y a aussi le lien de son actualité si vous avez envie de pratiquer ce yoga dont parle Delphine, avec les endroits où elle pourra effectivement s'exercer. Merci beaucoup. Merci. Merci. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Merci à tous.